joindre à la table ronde. Je vous présente Mme Alice-Anne Simard, du groupe Au Secours, donc qui va nous faire une courte présentation un peu sur les enjeux dont on vient de parler. Je passe le micro. Merci beaucoup pour la présentation, c'est super intéressant. Ce qu'on remarque là, finalement, il semblerait qu'il manque un petit peu de vouloir politique. C'est ce qui est merveilleux avec la PES, on voit qu'il y a des données scientifiques, il y a des recherches qui sont faites depuis des années, que les recommandations sont là, que toute la base est là, mais que ça bloque. Et ça bloque à quel niveau? On sent que ça bloque un peu au niveau municipal, mais c'est surtout au niveau plutôt provincial que ça bloque particulièrement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est beaucoup au niveau du gouvernement provincial que les normes, notamment de rejet des usines de traitement, sont établies. Notamment aussi par rapport aux installations des fosses septiques, c'est le gouvernement provincial aussi qui va déterminer finalement les règlements par rapport aux installations septiques. Au niveau aussi de toute la question des selles de voirie, c'est le ministère des Transports qui va déterminer ça, l'aménagement du territoire aussi, les eaux pluviales, tout ça. Donc, on sent qu'il y a au niveau provincial qu'il y aurait quelque chose qui devrait être fait. Et c'est bien dommage en fait, puisque on demande beaucoup aux municipalités finalement de fournir, en fait on demande aux municipalités de fournir l'eau potable finalement. C'est une des raisons pour lesquelles les villes ont été créées au départ, c'était pour contre des routes, mais enlever les déchets, mais aussi donner de l'eau, avoir des réseaux d'aqueducs, donner de l'eau aux citoyens et citoyennes. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'attend des municipalités depuis des centaines d'années, finalement, mais on ne leur permet pas de protéger leur source d'eau potable. Et c'est ce qui arrive présentement à Québec, on dirait qu'ils ne donnent pas assez de pouvoir et pas assez de ressources aussi pour que la ville de Québec protège ses sources d'eau potable. Si on avait un investissement, par exemple, pour raccorder le réseau, justement, d'égouts pour se rendre dans ces municipalités-là, il y aurait à ce moment-là une meilleure protection des sources d'eau potable. Puis en fait, moi, ça me fait penser beaucoup au niveau du procès qu'il y a eu entre Gastem et Ristigouche. Je ne sais pas si vous êtes au courant un peu. Donc, il y avait cette compagnie pétrolière-là, Gastem, qui voulait forer un puits de pétrole près d'une source d'eau potable. La municipalité de Ristigouche, la municipalité a refusé. Elle a adopté un règlement, finalement, pour protéger sa source d'eau potable, interdire qu'il y ait un forage qui se fasse de pétrole près de sa source d'eau potable. Et la compagnie l'a poursuivi, finalement, en justice. Et ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement provincial n'est pas intervenu dans le dossier du tout. A laissé la petite municipalité d'une poignée d'habitants se faire poursuivre par une compagnie à coût il demandait des millions de dollars en dédommagement. Et il n'y a eu aucune intervention. Le gouvernement a laissé cette municipalité-là complètement à elle-même. Donc, et le même principe finalement avec, présentement, suite à ça, finalement, il y a plusieurs municipalités qui ont demandé à avoir une meilleure protection de leurs sources d'eau potable. Le gouvernement a adopté un règlement de protection des sources d'eau potable, le fameux règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, le RPEP, qui détermine finalement des distances séparatrices entre des sources d'eau potable et des forages pétroliers ou gaziers. Et ces distances-là doivent être de 500 mètres. Par contre, selon la science et selon ce que les municipalités demandent, ça serait un minimum de 2 km finalement de distance. Donc, présentement, il y a plus de 300 municipalités au Québec qui demandent une dérogation à ce règlement-là, qui demandent donc au gouvernement de leur laisser protéger mieux leurs sources d'eau potable face aux forages pétroliers et gaziers. Et le gouvernement fait la sourde oreille depuis quelques années à ce niveau-là. Et demande aux municipalités de prouver individuellement, une par une, pourquoi elles devraient avoir une dérogation par rapport au règlement, alors qu'elles sont plus de 300 là, à faire cette demande-là. Donc, en gros, c'est ce qu'on constate finalement, c'est qu'on demande aux municipalités de fournir en eau potable leur population, mais on ne leur laisse pas le choix de protéger et on ne leur donne surtout pas les moyens financiers aussi de le faire, de protéger adéquatement leur source d'eau potable. Merci beaucoup. M. Christian Simard de Québec Nature, maintenant, va intervenir dans le dossier. Nature Québec, Nature Québec. Québec. Merci, le moine des gens. Merci, le moine.
Oui, ça va. Est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'il va marcher. Bonjour, oui. C'est un dossier qui est vraiment intéressant. Je vais l'aborder, vous êtes Québec solidaire, d'un point de vue plus politique. C'est-à-dire, on parle toujours de politique quand on parle d'accès à l'eau, mais on voit que selon les époques, l'eau est une priorité politique ou ne l'est pas. Et pas une préoccupation nécessairement, même au niveau environnemental. Il y a eu des périodes là, où le développement agricole, les porcheries, ça fait un débat incroyable. Et la pollution agricole, la protection des bandes riveraines, il y avait énormément de débats. On en entend plus beaucoup parler, mais c'est pas tellement parce qu'il y a moins de pollution agricole. Il y a des problématiques encore énormes au niveau, par exemple, au niveau du lac Saint-Pierre, il y a des problématiques de pollution agricole qui sont encore majeures. On avait avant ça de la perche chaude dans le lac Saint-Pierre. Il y avait le festival de la giblotte à Sorel. On empêchait même de façon commerciale. Et maintenant, les petites perches chaudes, là, au niveau de l'éclosion des œufs, l'eau est tellement dégradée là, que les jeunes ne survivent pas. Donc, les adultes pondent des œufs. Donc, il y a une problématique de possible disparition de la perche chaude dans le lac Saint-Pierre, ce qui est quand même une illustration de problématiques là, majeures en termes d'eau. Il y en a donc beaucoup, mais on en parle beaucoup moins. Jusqu'à un certain point, le débat sur les changements climatiques est extrêmement important, mais a occulté des débats sur est-ce qu'on peut avoir une eau de qualité, là, qui est aussi un écosystème, qui garantit notre santé, qui est accessible à tous. C'est comme moins à l'ordre du jour politique, et à ce moment-là, bien, on a des mesures, des mesurettes où on essaie de ménager l'utilisation industrielle de l'eau, la capacité de vendre de l'eau embouteillée versus le droit des citoyens à une eau de qualité. Donc, et les politiques publiques vont selon l'intérêt qu'ont les gens, et souvent, nos gouvernements sont un peu clientélistes, un peu étant un euphémisme. C'est-à-dire qu'on va servir aux citoyens ce qu'ils nous demandent au moment présent, ou généralement 6 mois avant les élections, où on fait plein d'annonces, où on fait une chose et son contraire. Donc, on n'a pas de priorité là, aux bons endroits, même si le mot priorité au Québec est quelque chose de dangereux à utiliser, parce qu'on l'a tellement utilisé que tout est prioritaire, donc rien ne l'est. Donc, dans les questions de politique publique, parce que là, on parle de politique publique sur l'eau, c'est quand même majeur ce qu'Alissane a dit tout à l'heure, c'est l'impossibilité pour des municipalités, des communautés, d'aller au-delà du minimum requis dans un règlement. Donc, ça touche directement à ce qu'on parle aujourd'hui avec le lac Saint-Charles. C'est qu'à ce moment-là, jusqu'à un certain point, on a un cas assez exceptionnel où près de 300 000 personnes là, puisent le rôle à la prise d'eau de la rivière Saint-Charles. Et c'est très, très difficile d'aller au-delà du minimum requis. Tu n'as pas le droit de faire mieux que le règlement te le demande, à moins, puis là, c'est l'inversion du fardeau de la preuve, tu es obligé de dire, de faire la démonstration, là, que c'est essentiel pour l'eau potable de 300 000 personnes, tu dois aller au-delà. Sinon, bien, tu peux carrément là, être jugé illégal. D'ailleurs, dans le jugement là, sur les règlements de contrôle intérimaire, c'est vrai que ça a été fait rapidement, 2-3 coups de cuillère à peau. Pas rapidement par rapport à la problématique, parce que la diagnose avait été faite bien longtemps avant, mais on s'occupait, là c'est méchant ce que je vais te dire un peu, on s'occupait du centre Vidéotron, puis après ça, on s'est occupé de ces problèmes-là. Et on s'en est occupé assez rapidement. Et donc, trop rapidement, et on n'a pas fait nécessairement les demandes aux institutions supérieures, au règlement des demandes d'autorisation. Donc, le juge reproche à la communauté métropolitaine de Québec de ne pas avoir demandé la permission aux autorités supérieures et de ne pas avoir respecté les règlements. Ça fait partie d'une partie du jugement. Je vous invite à aller le voir. La communauté métropolitaine s'est mal défendue, mais on assiste à un véritable gâchis. Qu'est-ce qu'on peut faire par ça? Bien, je pense qu'il va y avoir une mobilisation nécessaire de la population. Très difficile à Québec parce que, jusqu'à un certain point, dans la grande région de Québec, on a beaucoup joué dans le populisme. Hey, moi, j'ai le droit de me construire où je veux, j'ai le droit de faire ce que je veux, puis de l'eau, de toute façon, je la jette à l'épicerie
en bouteille de plastique, puis d'où elle vient, je ne le sais pas trop, mais elle vient-tu vraiment du lac Saint-Charles? Et est-ce que j'ai vraiment besoin de l'eau potable? Ça, c'est les gens de Québec. En haut, on n'a pas besoin. Nous autres, on est directement dans la nappe, dans le puits artésien. Des fois, ils ne se rendent pas compte, par exemple, comme tout à l'heure, on l'a dit, qu'ils jettent leur eau usée pas loin d'où ils prennent leur eau potable. Donc, on a une problématique. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de droit collectif là, pour 300 000 personnes. Semble, dans le débat actuel, là, le poids des près de 300 000 qui prennent leur eau dans la source d'eau potable de la rivière Saint-Charles, bien la prise d'eau, bien par rapport au droit de la personne d'avoir sa grosse maison directement dans la montagne, c'est la même chose. Il y a des questions de priorité aux bons endroits, puis les politiciens, souvent, ou les politiques, suivent un peu là, la température sociale. Et c'est important pour vous, comme parti politique, pour Québec solidaire, d'alimenter les débats, les discussions là-dessus, d'avoir des demandes claires. Comment ça se fait que le gouvernement du Québec s'est même pas impliqué dans la cause de la communauté métropolitaine? Il était absent. On l'a vu, par exemple, dans certains cas, nous, on travaille sur les espèces menacées. Parfois, il se met du côté du promoteur, c'est arrivé à Saint-Bruno, contre sa propre loi sur les espèces menacées vulnérables. Remarquez, c'est peut-être bien qu'il n'ait pas intervenu, le gouvernement du Québec, dans la cause. Peut-être qu'il serait intervenu aux côtés de Stoneham. On ne sait jamais. C'est arrivé souvent. Donc, on a une problématique véritablement où, dans la protection de l'eau, de faire de la gestion de l'eau et de la qualité de l'eau une priorité absolue de l'État, quelque chose qui est vraiment numéro un. Le regroupement des organismes de bassin versant reproche à la future stratégie. Vous savez, il y a une stratégie de l'eau qui doit être publiée depuis 2 ans, qui serait en juin, on me dit. C'est la politique 2017-2032. Bon, qui la rebaptise un peu, là, parce qu'elle va être publiée en juin 2018. Il y a eu des consultations un peu étanches, hein, de quelques groupes comme ci, comme ça. Et il y a une politique nationale de l'eau depuis 2002. On aurait pu refaire aussi un petit historique, hein, une politique nationale de l'eau a besoin d'être modernisée. Maintenant, on va l'appeler la stratégie québécoise de l'eau. Puis, on la modernise en l'affaiblissant au niveau de ses objectifs. Je vous le dis d'avance, ça va être des belles orientations magnifiques, sans objectifs clairs à atteindre, sans échéance. Après, il va y avoir des plans quinquennaux. Moi, il me semble que depuis la chute du soviétisme, j'utiliserais moins le terme plan quinquennal, mais il va y avoir des plans quinquennaux, j'ai peur qu'il y ait la même efficacité, sur l'eau. Mais donc, ce qui manque vraiment au niveau politique, c'est quand il y a une communauté, de près de 300 000 personnes, veut protéger sa source d'eau, bien, il peut y avoir un traitement spécial. On doit aller au-delà du minimum réglementaire. On doit collectivement là, demander un raccordement des égouts en aval de la prise d'eau. Ça doit se demander. On doit, par exemple, favoriser l'acquisition de terrains pour revégéter ou même acquérir des terrains où il y a on l'a vu, la ville de New York, il y a plein d'autres exemples partout en Allemagne où ils n'ont même pas besoin de traiter leur eau potable tellement que la source d'eau potable est bien protégée. Et on a eu une historique dans la région de Québec d'occasions manquées de bien gérer l'eau à travers des décennies, puis on le fait encore, des chicanes de clochers, mais est-ce qu'il y a moyen, comme pour protéger contre l'exploration pétrolière et gazière, d'avoir des distances séparatrices? Il faut se battre, parce qu'ils ont été déterminés, non pas par la priorité absolue de conserver l'eau, mais dans l'optique de permettre l'exploration pétrolière et gazière. Parce que l'industrie pouvait vivre avec ces séparations-là. Donc, c'est des débats qui ne se font pas beaucoup, qui ne se font pas aussi sur une base de disponibilité des données. Les organismes de bassin versant ont accès aux données, mais pas monsieur et madame tout le monde. L'accès à l'information, c'est majeur dans un débat démocratique, hein, d'avoir l'information de qualité. L'information sur la qualité de l'eau au Québec, c'est secret. C'est très, très, très difficile à obtenir. Et même les organismes de gestion, ils sont obligés de signer des accords de confidentialité pour pouvoir acquérir ça. Donc, on a des problématiques majeures au niveau démocratique.
la capacité d'aller au-delà du minimum réglementaire, particulièrement quand tu gères une source d'eau potable de près de 300 000 personnes, et ça devrait être quelque chose qu'on n'a pas besoin de demander. Donc, c'est vraiment un travail à faire. Puis il y a un travail à faire, comme le fait l'appel, et vos membres chez vous, d'avoir un débat, parce que j'ai pas l'impression, moi, que tout le monde à Stoneham ou à Lac-Beauport ou au Lac-de-L'Âge sont d'accord avec de prioriser le développement en montagne de propriétés de luxe. Est-ce que c'est ce que la communauté veut ou elle veut avoir une vie de meilleure qualité? Est-ce que le développement de ces municipalités-là là, est essentiel à leur survie? Est-ce que s'ils ne se développent pas, ils vont tous mourir? On croirait que si les municipalités au Québec ne font plus de développement urbain, là, ils disparaissent. Ils ne sont plus capables de payer leurs comptes avec la population qu'ils ont. C'est un mécanisme que je n'ai jamais compris personnellement. Que tu ne peux pas survivre si tu ne scrapes pas tout l'environnement autour pour faire du développement urbain bête et méchant. Et ça, donc, il y a des débats politiques à faire. Il y a des débats sur les règlements, sur les politiques à faire. Et il ne faut pas que le gouvernement du Québec, comme dans le cas présent, s'éloigne, refuse d'intervenir dans le débat, de prendre position pour la protection de la source d'eau potable, de promettre une meilleure protection, d'appuyer la Ville de Québec sur ça, sur des mesures qui sont correctes. Et je ne dis pas là-dedans que la Ville de Québec est intervenue de façon cohérente et parfaite dans ce débat-là. Là. Ce n'est pas le cas. Et à un moment donné, ça peut avoir un effet qui est très mauvais. Mais actuellement, il n'est pas trop tard pour le gouvernement du Québec et je pense que les partis politiques vont être interpellés pendant la prochaine campagne électorale. Puis j'invite Québec solidaire, comme elle le fait dans beaucoup d'autres dossiers, d'être assez à l'avant-garde de ça et d'être imaginatif, de créer un contexte politique là, qui va favoriser des décisions là, pour le bien collectif, pour le bien du plus grand nombre. Et dans ce cas-là, ça veut vraiment dire acquisition de terrain le long de renforcement des règlements. Ça veut dire aussi d'améliorer ce qu'on appelle les études. Vous savez, on a adopté le RPEP, on a donné jusqu'à 2021, 5 ans pour analyser la vulnérabilité des sources. La Ville de Québec, elle s'est pas trop dépêchée là-dessus, par exemple, mais 2021. Tu sais, il y a un moyen d'améliorer, de rendre ça efficace, de faire de la gestion intégrée de l'eau et de donner les moyens de faire que cette gestion intégrée de l'eau soit effective. Et souvent, il n'y a pas eu ces moyens-là. Donc, il y a un élément là, dans l'eau qui est vraiment intégrateur pour une société. On pourrait être fier. Et quand on se dit on en a beaucoup, vous savez, on a une densité de population énorme entre Québec et Montréal dans la vallée du Saint-Laurent. Ça se compare même à des taux européens. De s'imaginer qu'on est encore dans le temps de Radisson et de Desgroseilliers et qu'on vit tous entre Bécomo et Sept-Îles à l'arrière-pays, c'est pas le cas. Donc, on est véritablement à une forte densité et on gaspille l'eau d'une façon incroyable. Par exemple, d'autres mesures qui peuvent être... les fameuses... les eaux pluviales, les systèmes de récupération d'eau et de systèmes séparés, on gaspille de l'eau. On en traite beaucoup plus qu'on devrait en traiter. Les usines qui ont été faites sous Parizeau, là, et dans la grosse... les usines de traitement des eaux usées vieillissent. Ils ne suffisent plus à la tâche parce que les systèmes ne sont pas séparés. Et ils ne tiennent pas compte des nouveaux polluants, perturbateurs endocriniens, retardateurs de flammes, médicaments, microbilles de plastique. Et donc, une société moderne qui pollue de plus en plus, qui jette tout à l'eau encore. Donc, il y a vraiment systématiquement un travail politique qui doit être fait. Et l'eau devrait être un objet de fierté il devrait toucher à notre imaginaire collectif. Puis faire l'objet de politiques claires et d'orientation qui sont avec des objectifs qui sont mesurables, quantifiables, donc on peut faire le suivi. Et il y a beaucoup de belles politiques à faire avec ça. Pas de la petite politique, mais de la grande politique. Merci. Donc, Madame de Longchamp, on vous cède le micro. Donc, l'objectif, ça serait le plus possible de raccorder les deux usines de Stoneham et de Lac-de-L'Âge. Ça va coûter cher.
mais c'est une des manières qui ont sauvé de nombreux lacs partout dans le monde en détournant les eaux usées. Diminuer au maximum les sels de voirie, reboiser les rives et l'ensemble du bassin versant, améliorer la gestion des eaux pluviales, encadrer le développement dans les zones sensibles. C'est des choses que un peu je vous ai montrées là, par des images. Puis la dernière chose que je veux dire, c'est changer les croyances et les valeurs. Ça a pris combien d'années à faire que les gens fument moins? Parce qu'il y en a encore qui fument, qui n'ont toujours pas compris. Mais en fait, il a fallu 40 ans pour changer les croyances sur l'impact de la cigarette sur la santé. Alors, combien de temps faudra-t-il pour changer la perception des gens que l'eau, c'est un bien collectif, qui n'est pas une ressource inépuisable pour la région de Québec? Les gens pensent que, puis même quand je vais en Europe, on nous dit, ben, au Québec, vous n'avez pas de problème d'eau, vous en avez de quantité industrielle. Les gens, même au Québec, pensent ça, que de l'eau, il y en a tellement qu'on n'a pas besoin de la protéger. On en a. Pourquoi la protéger? Ben, regardez une carte de la région de Québec. Dites-vous bien que le lac Saint-Charles, c'est le seul lac qui est bien situé, qui est à gravité. Hein, monsieur Lamont, vous pourriez l'expliquer. Il y a un système à gravité. On ne pompe pas l'eau du fleuve pour le ramener à 150 mètres plus au nord. Il descend. La seule place où on pompe l'eau dans la ville de Québec, c'est le complexe G. Le seul endroit où il y a une pompe dans la ville pour monter de l'eau, c'est au complexe G pour l'envoyer jusqu'en haut. Mais sinon, tout est un système à gravité, ça coûte moins cher, pas d'électricité. Donc, si on voulait inverser, qu'on voulait prendre le fleuve pour le monter, ça serait un coût énorme. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le fleuve devient salé. Il devient salé pas parce que, oui, peut-être une contribution de toutes les rivières, de tous les grands lacs, des gens qui mettent du sel sur toutes les routes, toutes parties, mais c'est parce que le coin salin est en train de se rapprocher lors des tempêtes. On le voit dans l'estuaire, et parce que les grands lacs, l'eau des grands lacs diminue, puis le fleuve, ça augmente. Donc, on se retrouve avec le coin salin de plus en plus vis-à-vis des prises d'eau de Lévis et de Québec. Donc, on a un problème d'approvisionnement en eau à Québec. C'est pas drôle à dire, on est supposément un endroit riche pour l'eau. Voilà. Merci beaucoup, Madame Blanchard.